In your audience, the brand new, totally redesigned 2012 Volkswagen Beetle. Barack Obama is... I don't really need your help. I just wanted to let you know that I'm going to win the $1 million. 28 400 milliards de dollars, c'est notre donnée du jour. Cela correspond plus ou moins au PIB de la Chine, du Japon, de l'Allemagne et de la France réunis. C'est aussi un tiers du PIB mondial en 2019, avant l'apparition de l'épidémie qui a plongé le monde dans une crise économique d'un nouveau genre. 28 400 milliards de dollars, c'est 11% de plus que le PIB attendu en 2021 aux États-Unis selon le FMI et la Banque mondiale. Et c'est aussi le montant du plafond d'endettement que le gouvernement américain s'engage normalement à ne pas dépasser pour financer la bonne marche du pays. Et le 1er août dernier, justement, ce plafond a été atteint. Il a même été franchi. L'Amérique n'a plus d'argent. La dette américaine atteint désormais 28 782 milliards de dollars et l'administration Biden ne peut plus emprunter, alors même qu'un troisième plan de sauvetage de l'économie de 1 900 milliards de dollars est en cours de déploiement. États-Unis et défaut de paiement dans la même phrase, c'est peu courant et pourtant, c'est ce que l'on peut lire un peu partout dans la presse économique qui révèle depuis plusieurs semaines l'ampleur des difficultés américaines. Que se passe-t-il exactement outre-Atlantique ? Le pays est-il réellement au bord de la faillite et comment a-t-il fait pour se retrouver dans une situation aussi mal engagée ? Quelles seraient les conséquences pour les Américains, mais aussi pour le monde, si la première puissance économique, la terre des pionniers, le plus gros exportateur de culture libérale au monde, venait à déclarer sa cessation de paiement ? Mais d'abord, cela pourrait-il vraiment arriver ? Dans ce film, nous allons tenter de revenir sur le pourquoi, de vous expliquer le comment, et de dérouler ensemble le scénario qui nous permettra de déterminer le quand l'Amérique pourrait bien basculer dans le vide. Un scénario digne d'une production hollywoodienne avec ses gentils, ses méchants, sa situation critique, ses batailles, son suspense et ses rebondissements. C'est le moment de vous équiper de popcorn et de soda et si ce n'est pas encore fait, de prendre une petite seconde pour soutenir notre chaîne et le travail de l'équipe en vous abonnant. Allons prendre quelques nouvelles de l'oncle Sam et bienvenue sur Money Radar. Tout d'abord, plantons le décor. Les États-Unis sont un pays d'envergure continentale. Cela veut dire que tout y est immense. Depuis les grandes prairies du Nord jusqu'au désert de l'Ouest et du Sud, la Terre s'étend à perte de vue sur approximativement l'équivalent de 20 fois la France, offrant une innombrable variété de climats et de paysages ainsi que d'abondantes richesses naturelles. Pas étonnant qu'il soit devenu en quelques centaines d'années le troisième pays le plus peuplé du monde, avec 328 millions d'habitants en 2019. Ce nouveau monde s'est bâti sur ses propres ressources. Au départ, l'Amérique était une colonie britannique peuplée d'un grand nombre de nationalités, principalement européennes, anglais, français, irlandais et italiens, mais aussi asiatiques, chinois, japonais et bien sûr africains. Le pays a obtenu son indépendance il y a 245 ans seulement, mais il n'a plus jamais cessé de briller sur l'échiquier international depuis. Et ça, c'est grâce à ses talents. Les Américains ont du talent pour tout. Ils ont quasiment tout inventé, et ce qu'ils n'ont pas inventé, ils l'ont perfectionné. Le paratonnerre, le micro, la machine à sous, la machine à écrire, le grille-pain, le climatiseur, la guitare électrique, ou encore Hollywood. Ils savent aussi produire et former de talentueux ouvriers, informaticiens, artistes et chercheurs émérites dans toutes les disciplines. Jamais à court d'idées quand il s'agit de créer du business, les ETF, les subprimes et les junk bonds sont aussi des inventions 100% américaines et les premières sociétés de capital risque, une autre invention made in USA, voient le jour au sortir de la Deuxième Guerre mondiale en Californie, dans un endroit situé près de San Francisco que l'on appellera plus tard la Silicon Valley. Selon le magazine Forbes, plus d'un quart des milliardaires et un tiers des millionnaires que compte le monde en 2021 sont américains. Les deux plus grosses places boursières de la planète sont elles aussi américaines. Le New York Stock Exchange et le Nasdaq représentent à elles seules près de 50% de la capitalisation boursière mondiale. La monnaie américaine, le dollar, est acceptée quasiment partout. C'est la devise la plus répandue sur la planète et elle a longtemps servi de base pour calculer la valeur des autres devises, car l'Amérique a toujours été un modèle pour les autres pays. Un modèle de liberté et d'efficacité économique, basé sur les innombrables richesses naturelles de ces terres et sur le légendaire esprit d'entreprendre américain. Ainsi, les États-Unis ont-ils toujours occupé une place prépondérante sur l'échiquier mondial.
Good morning, New York City. It is such a beautiful September day today. Although Midtowners, heads up, traffic is going to be bad. Here's why. That's right, a lot of world leaders in town. We've got President Obama, Putin, the Pope is going to be in town. So roads are going to be closed off on short... Membre de toutes les organisations internationales majeures, aucune des décisions importantes prises par l'humanité au cours des 150 dernières années n'a manqué d'être examinée par les Américains. Une telle réussite nous amène à nous poser plusieurs questions. Et la première, c'est: qui sont-ils, ces Américains doués en tout ? Sont-ils vraiment les super-héros, super-chercheurs ou super-investisseurs aux sourires éclatants et aux costumes impeccables que l'industrie du cinéma et les médias nous vendent ? Alors c'est vrai, après ces ressources naturelles, la population est le deuxième facteur de la réussite économique des États-Unis. Jusqu'à maintenant, l'accès à l'éducation et à un confort de vie minimum a favorisé le développement du pays et du niveau de vie de ses habitants, dont le nombre augmente chaque année plus que dans les autres pays développés. Ce dynamisme s'explique essentiellement par l'immigration et la natalité parmi les minorités, dont le poids ne cesse d'augmenter. Plus de 80% des Américains vivent en zone urbaine. Ils se concentrent autour des mégapoles du nord-est, Boston, Washington, New York et Philadelphie, et à l'ouest, essentiellement en Californie. Les villes américaines s'organisent quasiment toutes sur un même modèle. Un centre-ville où se font les affaires, des banlieues pavillonnaires tout autour et des zones commerciales et industrielles à l'extérieur. La plupart de ces villes sont le fruit d'un système d'organisation ségrégationniste historique. Elles ont été bâties pour faciliter la séparation entre les groupes sociaux ou ethniques, aboutissant à la création de ghettos peuplés par 35 millions d'Américains les plus pauvres et pour l'essentiel issus des minorités. Une immense zone constituée de 600 comtés et qui traverse 13 États depuis la Géorgie jusqu'au Texas est appelée Black Belt ou ceinture noire. Elle concentre la plus grande population afro-américaine. Sur le terrain, la pauvreté et le séparatisme causent de nombreux conflits qui aboutissent souvent à des actes d'extrême violence. Si les États-Unis sont le pays qui produit le plus de richesses au monde, ces richesses sont non seulement très mal réparties, mais l'écart entre les différentes classes ne cesse d'augmenter. Selon une étude réalisée par le Bureau national pour la recherche économique, en 20 ans, les ménages les plus modestes n'ont vu leurs revenus augmenter que de 0,2%, alors que le PIB du pays a doublé. Mais il n'y a pas que les minorités qui soient touchées par la pauvreté. De plus en plus de ménages moyens ont basculé vers la classe sociale inférieure et la crise sanitaire a accéléré un mouvement baissier déjà amorcé depuis 2008. Début 2021, une enquête réalisée par le Census Bureau révèle que 10% des Américains ne mangent pas à leur faim. Pourtant, le revenu moyen annuel par habitant était l'un des plus élevés au monde avant la crise, 65 910 $. Selon la Banque mondiale aux États-Unis, 80% des richesses produites finissent non pas entre les mains des 20% les plus riches, mais de 1% seulement. La population active qui justement produit ces richesses n'a pas cessé d'augmenter jusqu'en 2020, quand 15 millions de nouveaux demandeurs d'emploi sont apparus. Avec la crise, le taux de chômage a dépassé 14% en avril 2020, avant de retrouver progressivement un niveau moins alarmant grâce à la mise en place de la stratégie vaccinale et la levée des mesures de restriction. Il s'établit autour de 5,4% en juillet dernier, contre 3,5% juste avant l'apparition du virus. C'était alors son plus bas niveau depuis 1950. Il faudra 3 millions de vaccinations quotidiennes et un plan de soutien aux dimensions colossales pour permettre au pays de retrouver rapidement le chemin de la reprise face à une Chine déjà bien réveillée et à une Europe toujours à la traîne. Néanmoins, si la croissance a effectivement rebondi, le bilan du pays en ce début d'automne est particulièrement mitigé. Certes, l'Amérique dispose toujours de ses ressources naturelles et la variété de ses climats lui permet aussi une grande variété de cultures qu'elle exporte partout. Le secteur agricole y est particulièrement développé, notamment grâce au maïs, mais aussi au soja, au blé, betteraves, canne à sucre, aux pistaches, au tabac et aux arachides. Les autres secteurs d'activité ne sont pas en reste, avec une industrie qui est quasiment revenue à son niveau d'avant la crise et des services qui n'ont jamais cessé d'innover et de se développer. Et pourtant, les menaces qui pèsent sur le pays n'ont jamais été aussi nombreuses. Et cela commence par le bouleversement du climat qui pourrait amener de nombreux fermiers américains à revoir leurs plans. Increasingly extreme rainfall is causing chronic flooding in parts of the US, making some neighborhoods uninhabitable. Sécheresse ou au contraire inondations, températures extrêmes, tornades, ouragans. La liste des catastrophes naturelles qui frappent les États-Unis n'en finit pas, mais en dépit de cela, les Américains sont confiants. Selon eux, la nature pourvoira toujours à leurs besoins, quelle que soit la situation. Ainsi, selon une étude du Pew Research Center menée juste avant la crise, seulement 56% d'entre eux sont préoccupés par le changement climatique. Ce sont pourtant les plus gros consommateurs de la planète et ils vivent dans le deuxième pays le plus pollueur du monde juste derrière la Chine, avec près de 5 millions de tonnes de CO2 émises chaque année.
Mais tout cela n'a pas empêché Donald Trump, une fois au pouvoir, de quitter les accords de Paris, qu'il estimait injustes et beaucoup trop chers à mettre en place pour les États-Unis, jetant à la face des scientifiques du GIEC son dédain pour leurs conclusions. Il a aussi pris soin d'annuler ou de défaire près de 90 mesures mises en place par le précédent gouvernement Obama, des mesures environnementales, mais aussi sociales, fiscales et commerciales. From this day forward, it's going to be only America first. America first. America first, tel était son slogan, l'Amérique d'abord. Ce qui nous amène à nous intéresser quelques instants à une particularité du système de gouvernance de l'Amérique, somme toute bien différent du nôtre, et à l'origine de nombreuses difficultés. Aux États-Unis, il y a 50 États et seulement 2 partis politiques. Les républicains, représentés par Donald Trump ou George Bush père et fils, et les démocrates comme Joe Biden, Barack Obama ou John Kennedy. Les deux ont des visions opposées de l'avenir de l'Amérique et du chemin qu'il faut emprunter. Les deux dirigent l'État fédéral en alternance depuis les années 50 et depuis, chaque parti saisit toutes les occasions pour critiquer les décisions et les actions de l'autre. Chez nous, les républicains seraient de droite, ils sont conservateurs pour tout ce qui concerne le volet social et au contraire ultralibéraux envers l'économie. À l'inverse, les démocrates seraient plutôt de gauche, ils sont progressistes, prônent le soutien social et la retenue dans la gestion des budgets. Pourtant, aucun des deux partis n'a réussi à mettre en place un système capable d'assurer une meilleure répartition des richesses. Le seul moyen de s'en sortir pour des millions de jeunes Américains est de trouver rapidement un bon job. Mais les études coûtent de plus en plus cher et les familles doivent parfois s'endetter lourdement pour pouvoir offrir un avenir à leurs enfants. L'ennui, c'est que près de 45 millions de jeunes actifs sont ou vont arriver sur le marché avec en moyenne 32 000 $ de dette alors même qu'ils n'ont encore jamais travaillé et qu'ils n'ont aucun patrimoine. En 2019, 7 étudiants sur 10 ont contracté un crédit pour payer des frais de scolarité qui ont quadruplé depuis 2007. Et ce n'est pas tout, une fois leur diplôme en poche, ces jeunes se voient refuser de nouveaux crédits pour l'achat d'une voiture ou d'un logement. Quant à ceux qui n'ont pas la chance de trouver un job tout de suite, cela se termine généralement en défaut de paiement. Enfin, ni les démocrates ni les républicains ne sont parvenus à maîtriser 3 des autres plus grosses faiblesses de l'Amérique, qui sont les dépenses de l'État fédéral, la dette et le déficit commercial. 3 indicateurs qui ne cessent de se dégrader depuis 25 ans, mais qui représentent le prix à payer pour dominer le monde économique et vivre une vie à l'américaine. Le budget de fonctionnement de l'État fédéral n'en finit plus d'augmenter, et il a explosé pendant le mandat de Donald Trump. De 4 milliards en 2017, puis 4 450 milliards de dollars en 2019, en passant par 4 700 milliards en 2020, il atteindra 6 000 milliards en 2022. C'est ce que Joe Biden a annoncé lorsqu'il a présenté en mai dernier au Congrès américain son plan destiné à, je cite, « réinventer l'économie américaine ». Ce plan tient compte des conséquences des précédents plans de soutien à l'économie mis en place en réponse à l'épidémie, au total 4 tranches budgétaires distribuées sous forme d'aide sociale ou de prêts garantis, et le tout pour 4 000 milliards de dollars. À cela vont venir s'ajouter entre autres une 5e tranche votée cette année par la nouvelle administration Biden pour 1 900 milliards de dollars, portant l'ensemble des mesures de soutien à l'économie à près d'un quart du PIB. L'Amérique avait besoin de cela pour se relever et surtout se relever plus vite que les autres. Mais ces mesures viennent s'ajouter au budget habituel de fonctionnement de l'État et il faut bien les financer. Depuis les années 60, la croissance américaine se finance avec la dette, une dette que personne, ni les républicains ni les démocrates, n'a réussi à réduire ou stabiliser. Le pays se retrouve donc au 1er août 2021 à la tête d'une dette colossale de 28 782 milliards de dollars et la limite d'endettement du pays, fixée à 28 400 milliards de dollars, a été franchie. En gros, les États-Unis n'ont plus de cash. Cela demande une petite explication. Régulièrement, le Congrès américain, composé de la Chambre des représentants et du Sénat, est amené à se réunir pour valider les budgets et fixer si besoin un plafond d'endettement adapté aux projections. C'est une limite concrète au-delà de laquelle le pays ne peut plus faire appel aux marchés ou aux banques, pas même les banques centrales pour financer ses dépenses. L'objectif est bien entendu de limiter le recours abusif à l'endettement, maintenir la confiance des marchés dans les produits obligataires américains et de protéger les porteurs de titres d'État qui sont les principaux propriétaires de la dette. Normalement, ce plafond ne devrait jamais être atteint. Et pourtant, depuis la fin des accords de Bretton Woods et de la convertibilité du dollar en or, il n'a pas cessé d'être relevé, en tout près de 80 fois. En 2019, Donald Trump, encore lui, négocie carrément une suspension provisoire de la mesure de plafonnement, mais cette suspension vient d'arriver à échéance. Le plafonnement est de nouveau en vigueur et aujourd'hui, le secrétaire d'État aux Finances, Janet Yellen, tire la sonnette d'alarme.
Depuis le 1er août, l'administration finance son fonctionnement via des moyens exceptionnels, mais à ce rythme, dès le mois d'octobre, plus de 50 millions de retraités ne toucheront plus leur pension et les fonctionnaires ne seront plus payés. Il faudra aussi envisager de fermer les administrations. On appelle cela un shutdown. Cette situation, qui ne se produit quasiment que chez les Américains, n'est pas inédite. Le temps que l'ensemble des gouvernements républicains et démocrates se mettent d'accord sur le budget de l'année 2018, il y en a eu 3, en janvier, en février et en décembre. En 2013 et en 1995 aussi, toujours pour les mêmes raisons, un désaccord budgétaire. Mais le 15 septembre dernier, Ms. Yellen a aussi prévenu le monde entier que sans un accord de l'opposition pour relever le plafond, et à cause des lourdes obligations liées à la dette, les États-Unis se dirigent tout droit vers le défaut de paiement. Pour le moment, le Parti républicain refuse catégoriquement de valider le relèvement et après l'Afghanistan se contente de regarder le parti adverse se débattre avec une nouvelle situation de crise dont il est à l'origine. L'avenir de l'économie américaine se joue donc encore une fois sur les négociations entre les deux partis ennemis. S'ils ne parviennent pas à se mettre d'accord rapidement, cette nouvelle querelle pourrait plonger l'économie américaine dans un immense marécage empoisonné en quelques semaines seulement. Elle pourrait alors emporter avec elle les marchés financiers et les autres places étrangères. Les États-Unis n'ont jamais été en défaut de paiement, rappelle Janet Yellen. Et elle a raison. Pour le moment, les agences de notation observent et les marchés retiennent leur souffle. Depuis la mi-août, le Dow Jones a ralenti sa course et a chuté de 5% avant de remonter à moins 2,15% au moment où nous réalisons cette vidéo. Du côté du Nasdaq, c'est moins 3,5% depuis son dernier niveau le plus haut, le 7 septembre. Il reste toutefois une chance de tirer le pays de ce mauvais pas. Pour cela, les démocrates devraient utiliser une procédure spécifique qui permettrait de voter le relèvement du plafond sans l'accord de l'opposition. Mais cela aussi, le gouvernement s'y refuse. Statu quo donc, mais jusqu'à quand ? Quoi qu'il en soit, d'autres événements pourraient bien précipiter la décision, car le monde de la finance surveille attentivement les communications de la Fed au sujet de ce que l'on appelle le tapering, la fin des mesures de soutien à l'économie mises en place pendant la crise sanitaire. Cela fait plusieurs mois qu'elle est régulièrement évoquée afin que chaque agent économique s'y prépare au mieux, et sa date de mise en place a été fixée à novembre et décembre 2021. Mais elle provoquera une inévitable hausse des taux directeurs qui pourrait alors avoir un effet bénéfique sur l'inflation, mais qui d'un autre côté entraînerait probablement une chute des marchés actions, comme le prévoit déjà un certain nombre d'économistes et de gérants de fonds. Que se passera-t-il alors quand les États-Unis en faillite verront leur notation abaisser et devront alors relever encore ces taux pour payer une prime de risque aux futurs investisseurs? Ainsi, quoi qu'il arrive, l'Amérique se prépare à se confronter aux conséquences de son train de vie dispendieux. Jusqu'à aujourd'hui, elle a continué d'importer des centaines de milliards de dollars de produits étrangers pour satisfaire son appétit. Et le déficit, impossible à combler depuis les années 70, plonge lui aussi dans le rouge et frôle les 1000 milliards. On aurait pu croire qu'avec les progrès réalisés dans l'exploitation du pétrole et du gaz de schiste, ce chiffre aurait diminué. On aurait aussi pu croire que la guerre commerciale lancée par Donald Trump contre les produits en provenance de Chine aurait amélioré la situation. Mais après 4 ans de barrières douanières, et même si le poids de la Chine dans les importations s'est réduit de 18%, le déficit américain continue de plonger vers les abysses, stimulé par une demande intérieure particulièrement énergique, impossible à satisfaire. Alors pour résumer, derrière le titre pompeux de première puissance mondiale, l'Amérique fonctionne sur un modèle obsolète et insensé. Son déficit commercial cède sous les appétits insatiables de sa population. Elle caracole à la 2e place des pays les plus pollueurs et elle compte sur la nature pour rééquilibrer les terres qu'elle a dévorées. Pour financer ses appétits, elle a emprunté. Depuis 1990, la dette a été multipliée par 8, alors que son PIB n'a été multiplié que par 2,6. Or, l'endettement ne vaut que s'il est rentable et permet d'augmenter à terme les rentrées d'argent, ce qui n'est manifestement plus le cas outre-Atlantique. 18% de la population américaine vit sous le seuil de pauvreté et c'est le pire score de tous les pays développés. Les divisions au sein du gouvernement ne cessent de faire peser des menaces inutiles à tout le pays à l'heure où la situation nécessite plutôt d'être affrontée en groupe. Mais admettons, imaginons le pire. Imaginons que cela arrive demain, qu'aucun accord ne soit trouvé, que les États-Unis déclarent leur cessation de paiement et n'honorent plus leurs dettes. Y aura-t-il un super-héros pour venir sauver l'Amérique et le reste du monde d'un cataclysme financier planétaire ? Autrement dit, avant que les taux directeurs ne grimpent en flèche et que les bourses s'effondrent, qui paiera pour elles ? Si vous avez la réponse à cette question, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires et profitez-en si cette vidéo vous a plu pour cliquer sur j'aime et à la partager. Et si vous souhaitez savoir quels experts ont émis des avertissements au sujet d'une prochaine crise boursière américaine,
Vous trouverez des liens vers nos vidéos à ce sujet juste en dessous de ceux qui vous permettront de rejoindre gratuitement notre flux Telegram ou notre nouvelle page Twitter. Merci à toutes et tous pour votre soutien. C'était Moni Radar, à très bientôt.